Aux actualités de TVCO cette semaine, on s'entretient avec le maire de l'Île aux Coudres, Christian Dufour. On vous présente l'exposition « Histoire d'un livre » à la bibliothèque René Richard. Guêpe Charlevoix vous propose de nouvelles activités hivernales. Le don du Tour à l'Île aux Coudres est de retour. On parle de sport avec Maxime Jodoin. Et en conclusion, le massif de Petite-Rivière-Saint-François vous propose de rencontrer l'amour en télésiège. Bonne émission. Pour débuter l'émission, on vous propose une entrevue avec le nouveau maire de l'Île aux Coudres, M. Christian Dufour. On fait le tour des dossiers avec lui. Christian Dufour, bonjour. Bonjour. Monsieur Dufour, d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui pour faire le point là, sur ce qui se passe à l'Île aux Coudres. Et puis, je vais commencer tout de suite, si vous permettez, avec une première question, parce que vous vous êtes fait élire en novembre dernier avec la promesse d'améliorer les communications avec la Société des traversiers du Québec. Alors, je commence tout de suite avec ça. Comment ça se passe, vos communications avec la Société des traversiers? Ça va très bien. On a eu déjà 2 rencontres là, par Zoom, malheureusement pas en présentiel. Ouais. Et pour discuter là, des inquiétudes qu'on avait ici à l'Île aux Coudres pour le traversier. Notamment, ensuite, là, permettre au personnel essentiel de ne pas faire la file l'été, durant l'été. Pensez-vous que ça va avancer de ce côté-là? Cet été, avec la nouvelle réflexion des quais, ça ne sera pas possible encore, mais pour l'attente, oui, on travaille pour améliorer la voie d'attente là, dans le quai, là, Ouais. comme on parle, qui est déjà existante. Oui, puis de permettre au personnel essentiel de ne pas attendre puis d'avoir tout de suite accès aux traversiers. On va essayer à faire peut-être un projet pilote là, pour la santé, je pense que ça devrait marcher là, régulièrement pour que les travailleurs de la santé aient priorité au moins là, Oui. pour rentrer chez nous à Lille. Pour les travailleurs, on va peut-être essayer sur un projet pilote, là, exemple du 15 de juillet, dans la grosse période de calendaire, du 15 de juillet au 15 août, pour voir comment on peut organiser ça avec la société. Ça va être à discuter. Donc, ça progresse de ce côté-là. Maintenant, parlons effectivement du réaménagement du quai. Je ne vous demanderai pas si vous avez une préférence sur Saint-Joseph-de-la-Rive ou vers Baie-Saint-Paul, mais de votre côté, il semble pour acquis que ça va être un très, très gros chantier qui s'en vient là, pour tout refaire la section du quai à l'Île aux Coudres. Oui, ça va être un très gros chantier, mais même du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive puis de l'Île aux Coudres. Et pour Cap-au-Diable aussi, si ça marche. Là, on verra, oui. On verra. Mais on a eu une présentation là, de la Société des traversiers concernant le réaménagement du quai de l'Île aux Coudres et du quai de Saint-Joseph-de-la-Rive. Mais on n'a pas de dessin, là. On n'a pas de Donc, pas de dessin, pas d'échéancier non plus. L'échéancier, c'est peut-être un projet entre 4 à 10 ans. Là. Fait que ça se fait pas comme ça, un quai, hein, puis de la manière qu'ils veulent le faire. Là. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en 2022, ce sera encore les travaux préliminaires. Il n'y aura pas de chantier qui va s'ouvrir en 2022 pour la réfection des quais à l'Île aux Coudres, là. Non, pas du tout. Il y a des réparations qui vont se faire parce que les quais existants, déjà là, ont besoin de réparations. Qui vont se faire, Saint-Joseph-de-la-Rive, ça va peut-être commencer, puis à l'Île aux Coudres aussi, là, mais ça ne devrait pas nuire au trafic, là, puis aux opérations du navire. Maintenant, vous avez déposé également votre premier budget à titre de maire de l'Île aux Coudres. C'est quoi les faits saillants du budget? Pouvez-vous nous donner quelques points là-dessus? Les faits saillants, c'est pas mal le même budget. Il va y avoir une augmentation de taxes, surtout sur le réseau d'aqueduc et d'égouts, parce qu'il faut mettre à jour là, notre système d'automates pour la filtration, là, la filtration de l'eau. OK. Donc, vous avez à travailler sur la filtration de l'eau, mais ma question, c'est est-ce que c'est une taxe seulement pour les territoires, pour les maisons qui sont desservies,
ou c'est tous les contribuables de l'île là, qui sont amenés à contribuer à cette taxe spéciale? Non, c'est utilisateur-payeur. C'est tous ceux qui sont sur le réseau d'Aqueduc et d'égouts. Et ça Ça va être représente une taxe spéciale de combien? Ça représente une taxe d'environ 125 par année sur 3 ans. Parce que le montant, c'est environ 130 000 qu'on doit investir pour... Juste le tomate, c'est 50 000. Mais là, il y a toutes les pompes là, dans les... ils appellent ça les PP1, là, toutes les pompes qui servent à envoyer les eaux usées dans l'usine pour la filtration. Ouais. Puis vous comprenez que c'est quand même assez dispendieux. Ça fait que ça monte à ça. Et on était dû, là, il était dû pour faire ça. Et ça, ce qu'on comprend, c'est que les taxes qui étaient applicables à votre nouvelle caserne de pompiers, ainsi que les travaux d'enrochement que vous avez faits dans le secteur La Baleine, ce que je comprends, c'est que ces taxes-là ont permis de payer les travaux. Et puis, de ce côté-là, il n'y a pas de nouvelles charges fiscales pour les contribuables de ce côté-là. Du côté de la caserne et de l'enrochement, non. C'est déjà payé. Il n'y en a pas. C'est déjà payé. Oui, c'est ça. C'est compris, là. C'est compris dans le budget. Là. Et le taux de taxe là, pour le résidentiel demeure à 80 sous du 100 d'évaluation. C'est bien ça? C'est ça, en plein ça. Puis là, on va adopter le règlement là, des autres taxes, là, des autres taxes comme les vidanges et la récupération et tout ça. Là. Ça fait que ça va être adopté le 14 février. Maintenant, parlons un peu des projets à venir. Là. Il y a une question qui... C'est relié, bien sûr, à l'industrie du tourisme. Là, on parle du fameux parc du Bout-en-Bas, qui a été un peu... L'accès a été limité là, dans le courant de l'année passée. Est-ce qu'il va y avoir des développements du côté du parc du Bout-en-Bas? Pour cette année, on a une rencontre là, avec une firme là, pour nous aider à voir comment on va organiser le Bout-en-Bas. Et oui, ça va continuer. On a une réunion bientôt là, vers le 15 ou 20 février pour voir l'état puis comment on va procéder pour commencer à l'aménagement du Bout-en-Bas. Donc, on s'attend à voir arriver là, très prochainement un plan d'aménagement, je suppose, là, un projet spécifique pour aménager ça adéquatement? C'est ça, en plein ça. L'utilisation pour cet été, je ne sais pas si ça va être possible, mais je ne crois pas. Mais on va travailler sérieusement là-dessus là, pour que ça accélère et que on puisse l'utiliser. Parlant de pouvoir l'utiliser, vous aviez également parlé de la nécessité d'installer une piste cyclable là, suite aux travaux d'enrochement qui ont eu lieu. Parce que la piste cyclable, on ne l'a pas fait quand est venu le temps de faire les travaux d'enrochement. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un projet qui va se réaliser cette année, de faire une piste cyclable du côté, c'est bien du côté de la Baleine, là, faire une piste cyclable de ce côté-là? Oui, ce que j'ai appris quand j'ai rentré, là, pour les prochaines 5 années, là, avec l'environnement, il n'y a pas moyen de grandir là, d'aller vers le fleuve pour faire la piste cyclable. Puis aller du côté vers le nord, là, les propriétés privées. Oui, là, on tombe sur les propriétés privées, puis là, il y aurait de l'expropriation, puis je pense que ça serait trop onéreux aussi, là, on pourrait faire ça. Mais il y a un de nos conseillers qui nous a donné une idée, peut-être que ça pourrait servir comme projet pilote, de mettre la portion de 5 km qui est là seulement aux résidents qui demeurent en bas, dans un sens, puis laisser la voie pour les cyclistes, pour éviter trop de... Mais on étudie ça là, pour voir si ça serait possible, là. Mais ça pourrait être un plan, là, une idée. Bien, M. Dufault, merci d'avoir fait le point avec nous sur les dossiers d'Îlot-Coudes et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. L'artiste Sylvie Tremblay présente jusqu'au 20 mars prochain à la Bibliothèque René Richard de Baie-Saint-Paul l'exposition « Histoire d'un livre ». Nous l'avons rencontrée. L'exposition « Histoire d'un livre » présente le récit allégorique illustré sur l'estime de soi intitulé « Frisson le tremble », une création où les arbres sont les personnages et vivent des aventures. Donc, c'est inspiré de ma vie. C'est sûr que c'est pas toute ma vie au complet, mais il y a des petits bouts. C'est inspiré de ma vie. Et puis, le fait de la décrire en métaphore, bien, ça nous sort du sujet, puis ça nous amène dans l'imaginaire.
Et puis, ça nous amène à ajouter des choses au gré de l'imagination, puis de faire quelque chose. En fait, quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas comment finirait l'histoire. Pas du tout. Donc, j'avais cette idée du tremble qui mijotait dans ma tête. Tu sais, c'est une tremblée, c'est un tremble. Tu sais, c'est des liens qui sont tout à fait... que je ne peux pas expliquer, en fait. Mais c'est ça a commencé comme ça. Et puis, au fur et à mesure que j'écrivais les choses, ça allait bien. Puis à un moment donné, la conclusion, j'ai trouvé ça intéressant. Native des Éboulements, Sylvie Tremblay a toujours aimé écrire et dessiner. Il y a comme un fil conducteur, c'est que j'aime beaucoup la communication. J'aime ce qui touche l'être humain aussi. Alors, j'ai fait un parcours en art visuel au Cégep de Sainte-Foy. J'ai une formation en design aussi. Donc, le lien des deux m'a amené à travailler dans le domaine de la vente conseil, en ameublement, donc toujours en lien avec les gens. Le projet s'est construit sur une dizaine d'années. L'idée des croquis a permis de créer les personnages de l'histoire, inspirés de la nature et de la forêt éboulemontaise. J'ai continué par la suite dans le paysage. OK, j'ai commencé par là, en fait. Et puis, il est venu à un moment donné un autre parcours qui s'est intégré. Comme je vous disais, j'aime l'humain. Alors, c'est un parcours en PNL. Donc, à travers ce parcours-là, j'ai eu à écrire à un moment donné une métaphore. Donc, c'est de là qu'est née l'histoire de Frisson. Donc, j'ai écrit cette histoire et puis l'idée m'est venue par la suite de l'illustrer. Les dessins réalisés au pastel sec rappellent certaines illustrations de livres pour enfants, tels les Fables de La Fontaine. Une fois que mes croquis ont été terminés, puis que je voyais mon histoire paginée, puis les croquis, bien, je me disais, ça pourrait être illustré en couleur. Donc, moi qui faisais du paysage, alors je me suis dit, bien, ça serait le fun, parce que là, ça sort du figuratif tel quel, ça va dans mon imaginaire, donc ça pourrait m'aider à sortir, dans le fond, aller plus loin dans mon interprétation de la nature et tout. Sylvie Tremblay est à la recherche d'une maison d'édition et souhaite voir son projet se transformer en livre illustré. C'est illustré un peu de façon pour attirer les enfants un peu, mais en même temps, je me dis, on a tout un cœur d'enfant, puis quand on lit une histoire comme ça, puis qu'on se détache un peu avec notre cœur d'enfant, je pense que l'histoire, elle s'adresse aux personnes de tout âge ou de tous âges, on peut dire les deux, là. Mais je pense que ça s'adresse à tout le monde. Je pense que tout le monde peut être un peu touché par cette histoire-là. Pour voir le travail de l'artiste, c'est à la salle Pierre Perrault du 4 février au 20 mars prochain. Cet hiver, la Ville de Baie-Saint-Paul, en collaboration avec le groupe d'éducateurs en environnement, propose des activités spéciales qui vont vous permettre de voir et de découvrir l'hiver sous un autre angle. Un reportage d'Élisabeth Tailleur. L'organisme GEP Charlevoix est de retour cette année pour offrir des activités aux jeunes et aux familles de la région. Oui, de belles activités pour cet hiver avec la Ville de Baie-Saint-Paul. En fait, une activité guidée en plein air. On va avoir des activités plus pour les plus jeunes. Un petit défi en hiver avec un cherche-et-trouve qu'on va animer au Boisé du Quai. Des activités d'orientation, là encore au Boisé du Quai, peut-être pour les un petit peu plus vieux parce qu'on va manipuler boussole, GPS, les coordonnées géographiques, donc c'est un peu plus complexe, mais en famille, ça peut quand même bien se faire. Et puis, on fait activité de nuit. Là, l'avantage l'hiver, c'est que la nuit tombe plus vite, c'est plus facile d'être dans une ambiance nocturne. On va se promener ailleurs aussi pour pouvoir faire nos activités de nuit. Et enfin, on va avoir une belle activité de survie qu'on va faire plus dans le secteur de l'école secondaire Saint-Aubin. Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, c'est une occasion de plus pour valoriser le sport d'hiver. Ça apporte de l'animation pour nos parcs pour l'hiver. À la Ville de Baie-Saint-Paul, on a des beaux parcs. Des fois, sont moins utilisés durant l'hiver ou méconnus par certaines personnes. Donc, on veut
amener les gens à les visiter. Donc, c'est pour ça qu'on visite le parc Saint-Aubin d'une manière, le sentier du Boisé du quai, puis le sentier de la baie également, là, qui est plus reculé à Baie-Saint-Paul, mais qui offre des beaux points de vue et tout. Fait que vraiment, l'objectif, c'est de faire sortir les gens puis de profiter de l'hiver dans des mois comme février et mars où on a des belles grandes journées, là, puis on peut en profiter. Là. La mission de l'organisme est de faire découvrir, comprendre et vivre la nature en offrant des activités éducatives. Dans notre mission, on a vraiment dans la région plus commencé par le volet sciences naturelles. Puis avec le temps, on se positionne aussi pour faire de l'initiation au plein air dans la région. On a un territoire assez exceptionnel pour ça. Puis même au niveau municipal, ici à Baie-Saint-Paul, on a un beau terrain de jeu. Et puis on veut inciter les gens à aller dehors. On n'est pas tous experts pour aller dans les parcs nationaux, par exemple. Puis le plein air en hiver, des fois, ça refroidit un peu tout le monde, là, sans faire des mauvais jeux de mots. Donc GEP est là aussi pour inviter les gens à aller dehors, même s'il fait moins 15, moins 20, puis qu'on a 6 pieds de neige. Afin d'en connaître davantage, nous avons demandé à David Bernard de nous initier à l'activité Survie hivernale qui aura lieu le 3 mars prochain. Ça commence, en fait, on a décliné le principe de la survie avec ce qu'on appelle les 10 commandements de la survie. C'est comment être capable de s'organiser pour survivre, que ce soit en hiver, en été, peu importe la saison. Là, on a un contexte hivernal qui est plus difficile. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de s'organiser pour survivre si on est perdu en forêt? Donc là, on a les différents principes. On va commencer par le premier. Une des premières choses les plus importantes, c'est surtout de ne pas paniquer. Quand on est en mode panique, là, on court comme une poule pas de tête, je vais dire ça comme ça. On consomme de l'énergie, on se fatigue, on risque de se désorienter encore plus. C'est assez stressant de dire « OK, là, je suis perdu. Mais OK, je suis capable. Première chose, c'est de ne pas paniquer. Puis il y a plusieurs indices comme ça, plusieurs commandements qu'il faut essayer de suivre pour se structurer à survivre. Mais à quel moment on considère qu'on est en survie? On est en survie quand on n'a plus de repères au niveau de l'orientation dans notre environnement, quand ça fait un certain nombre d'heures qu'on n'est plus là, qu'on commence à avoir froid, que les besoins de base sont pseudo en danger ou pas répandus. C'est pour ça que la panique, c'est d'abord la première chose à gérer parce que, OK, il fait froid, mais je ne suis pas encore en danger, je ne suis pas encore en mode survie. Mais on est sorti, on est loin de la maison, on n'a plus de repères, la nuit arrive. OK, là, ça se peut que je passe un peu plus de temps dehors que prévu. L'idéal, évidemment, c'est toujours de prévenir ces situations-là. C'est le dernier des commandements, c'est qu'on évite toutes les étapes précédentes, c'est-à-dire, OK, on s'organise pour aller faire du plein air en sécurité puis rentrer à la maison le soir. Il existe des façons pratiques pour éviter une survie difficile. Ça, c'est très, très pratique parce que c'est assez solide. L'avantage de la boîte en métal, si on veut faire réchauffer quelque chose, on peut, si on a un beau feu, comme on a vu tantôt, elle peut servir de chaudron pour faire cuire notre nourriture si on a besoin. Puis à l'intérieur, il y a vraiment différentes choses. De la corde, toujours très pratique là, pour être capable de se faire un abri ou une attelle si on est blessé, par exemple. Je vais essayer de sortir ça. On a un petit bout d'aluminium, ça aussi, ça peut être très pratique pour refléter la lumière. Tantôt, on a parlé de fumée pour être visible, mais l'aluminium, ça peut être très pratique pour faire briller puis être vu de loin. Il y a une couverture de survie. Il y a vraiment différentes choses différentes. On a une bougie aussi. Il y a vraiment des petites choses très, très pratiques à faible budget qu'on peut avoir dans cette petite boîte-là. Puis ça rentre assez bien dans un sac à dos quand on s'en va se promener en rando, en raquette ou autre. Donc assez facile à faire. Il y a plein de modèles comme ça. Il en existe des kits tout faits d'avance, mais celui-ci est assez simple et efficace. Les participants seront mis à l'épreuve puisqu'ils devront allumer un feu à partir d'éléments qui les entourent. Alors, on est rendu au moment de faire un feu. On a compris qu'on était coincé dans la forêt. C'est quoi les premières étapes? Une des premières choses, c'est de trouver un endroit à l'abri du vent pour déjà se donner une petite chance de récupérer un peu de température si on peut le faire. Donc là, on s'est trouvé une petite place à l'abri de quelques arbres. S'il y a des précipitations, on peut se cacher sous les branches de résineux. Puis c'est de trouver un coin à l'abri, de taper un peu la neige parce qu'elle ne va pas être aidante pour partir à feu, c'est évident. Oui. Et puis là, on a ramassé différents éléments pour pouvoir commencer un feu. Tout ce qui va être branches de sapins et d'épinettes pour vraiment faire un tapis isolant au sol pour, comme je disais, couper un peu le froid et l'humidité de la neige.
On a quelques L'écorce de bouleau. écorces de bouleau. Ouais. Merci, je cherchais mon mot. Heureusement que tu es là. L'écorce de bouleau. L'écorce de bouleau pour pouvoir vraiment partir le feu. Puis le concept, c'est d'aller du plus inflammable au plus gros qui va brûler, qui va prendre plus de temps. Donc on a vraiment l'écorce de bouleau. Quelques petites branches d'épinettes puis de sapin qui sont mortes, très faciles à casser. Ouais. Puis après ça, on va plus loin, plus gros dans la taille des morceaux de bois pour être capable d'alimenter le feu dans notre soirée. Les 6 activités sont offertes gratuitement grâce à la contribution financière de l'Unité de loisirs et de sport de la capitale nationale. Pour participer, inscrivez-vous en ligne sur le site de la ville de Baie-Saint-Paul et osez braver le froid avec les animateurs et naturalistes de Guêpes Charlevoix. Élisabeth Pailleur pour TVCO. Le tour de l'île aux Coudres à pied pour soutenir de bonnes causes est de retour cette année. Ça s'appelle Le Don du Tour et on en parle avec Martine Harvey. J'accueille Martine Harvey. Bonjour. Allô? Alors, l'année passée, printemps dernier, 2021, il y a eu l'événement Le Don du Tour. Comment ça s'est déroulé? Écoute, ça a été, je dirais, grandiose. C'est totalement, c'était inespéré, je dirais. On ne s'attendait vraiment pas à avoir un immense succès comme ça. On se rappelle que quand je suis allée l'année passée à l'émission, j'ai dit on va pousser la folie un peu, puis on va essayer d'avoir un 10 000 comme objectif. Oui. Finalement, on a triplé notre objectif. On a amassé plus de 33 000 qu'on a remis aux 2 différentes fondations. On a eu environ 135 marcheurs de mémoire là, qui ont marché l'année passée, tant à l'île aux Coudres qu'à distance aussi. On avait des gens qui le faisaient à distance à partir de Québec. Parce qu'on se rappelle, l'année passée, les mesures sanitaires étaient encore un petit peu strictes. Donc, les déplacements entre les régions n'étaient pas recommandés. Donc, on a des gens qui ont marché à distance avec nous. Mais ça a été vraiment une année, wow, juste exceptionnelle. De la belle température, du monde de bonne humeur. C'était merveilleux. Et vous êtes de retour pour une 2e édition au mois d'avril, le 16 avril 2022. À quoi on peut s'attendre? Écoute, c'est sûr que quand on organise un événement comme ça, on cherche toujours à se dépasser. Hein? Oui. Donc, c'est sûr que notre objectif cette année, c'est vraiment de dépasser l'année passée. Pour l'événement, le déroulement en tant que tel, ça va être sensiblement la même chose. Donc, on va accueillir les marcheurs. Les marcheurs partent pour une marche de 23 km. Oui. Encore cette année, on va avoir la commandite de Hyundai Jean-Roch-Thibault à Baie-Saint-Paul pour des autos de raccompagnement. Donc, on va avoir des gens qui vont se promener tout le tour de l'île pendant la marche pour accompagner des gens qui sont soit blessés ou qui sont tannés ou fatigués, donc qui veulent retourner à leur véhicule. Donc, ça va être disponible encore aussi cette année. Mais ça va être sensiblement le même déroulement que l'année passée. Donc, le même parcours, j'imagine. Vous débutez l'événement à quel endroit? Donc, ça va être... cette année, c'est encore sous toute réserve. Tu sais, je viens de commencer l'organisation. L'année passée, j'avais eu l'autorisation du stationnement de l'église Saint-Bernard. Donc, je dois procéder encore une fois là, à la demande d'autorisation pour le stationnement. D'après moi, il ne devrait pas avoir de problème, là, vu que ça s'est super bien passé l'année passée. Oui. Donc, ce serait encore là possiblement cette année. Donc, on part du stationnement soit d'un côté ou soit de l'autre. On fait la marche tout le tour et on revient au point de départ pour compléter le 23 km. Votre objectif, est-ce que j'imagine que vous voulez dépasser le 33 000 amassé l'année dernière? Oui, bien, c'est sûr qu'on veut le dépasser. D'après moi, sûr et certain, on va possiblement dépasser le nombre de marcheurs parce que je vois des gens qui se sont inscrits cette année qui n'étaient pas inscrits l'année passée. Puis c'est suite vraiment à des demandes que j'ai eues qu'on a... tu sais, j'avais déjà annoncé l'année passée qu'il y aurait une 2e édition, mais là, cette année, les gens m'écrivaient soit par Messenger ou encore par message texte. Martine, est-ce que tu refais ta marche cette année? Donc, d'après moi, le nombre de... Exactement. Il y a un engouement vraiment pour aider pour la cause, parce qu'on rappelle que cet événement-là est vraiment contre le cancer, pour lutter contre le cancer. Effectivement, oui. Puis
Un 23 km de marche à l'extérieur, sur le bord du fleuve, avec l'air salin. C'est magique. Donc, tout le monde veut vivre ça. Alors, l'événement aura lieu le 16 avril prochain. Quel est pour conclure, qu'est-ce que vous souhaitez pour ce 16 avril prochain-là? Bien, tout d'abord, on souhaite du beau temps, hein, parce que marcher avec un vent ou avec un froid glacial, c'est pas super évident. Puisque la marche est 2 semaines plus tard cette année, donc on suppose qu'on va avoir de la belle température. Donc, c'est la fin de semaine de Pâques en plus. Les gens sont en long congé. Ça vous donne 2 jours après la marche pour que vos jambes redeviennent mobiles. Et c'est ça, je souhaite qu'il y ait beaucoup de participation. Pour les gens qui veulent s'impliquer en tant que bénévoles, écoute, on n'en a jamais assez. Donc, les gens peuvent nous contacter directement sur la page, sur l'événement Facebook, le don du tour, ou encore m'écrire en privé. Sinon, il y a un formulaire à remplir. Donc, c'est pas que j'ai besoin d'avoir les inscriptions, c'est juste pour faciliter la vie à mes bénévoles. L'année passée, on avait eu des tirages pour des prix de présence. Okay. Donc là, les bénévoles, en plus de traiter tous les sous qui arrivaient, devaient aussi prendre les noms, les numéros de téléphone pour mettre ça dans le tirage. Donc, si moi, je peux leur sortir une liste déjà là des personnes qui sont inscrites, ça leur fait ça de moins à penser. Et j'ai créé aussi cette année 3 formulaires de collecte de dons. Okay. Donc, il y a vraiment un formulaire pour Terrefox, un formulaire pour la Fondation du lymphome et un autre formulaire pour la Fondation du cancer du sein. Pourquoi j'ai fait ça? C'est que l'année passée, on ramassait pour 2 fondations. Souvent, les gens, on écrivait à qui allaient les sous. Ça arrivait sur les mêmes feuilles. Donc, pour le décompte, c'était plus difficile un peu. Là, si on arrive avec 3 formulaires différents, on a 3 piles. Quand on arrive à faire le calcul des sommes qui sont amassées pour chacune des fondations, c'est plus facilitant. Alors, Martine Harvey, merci beaucoup. On invite les gens à vous suivre sur la page Facebook, puis on vous souhaite encore plus de monde et encore plus d'argent cette année. Mais merci beaucoup. Puis c'est ça, important de cliquer sur participer là, sur l'événement pour voir toutes les lives et les informations là, qui vont arriver sur la page d'ici là. Exactement. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, à bientôt. On parle maintenant de sport, en compagnie de Maxime Jaudoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, sur la scène locale, c'est une mauvaise nouvelle, mais on s'y attendait. La classique Bauer est repoussée. Oui, donc en raison de la COVID, la situation sanitaire, on le sait tous, donc ça a été repoussé de quelques mois. Par contre, c'est pas annulé, seulement repoussé. La bonne nouvelle est là. Initialement, c'était prévu en date du 25 mars, mais là, on l'a repoussé et la nouvelle date va être connue évidemment dans les prochaines semaines, à savoir quel moment on va pouvoir être en tout légitime un peu de la remettre comme telle. Est-ce qu'on sait qui devait participer cette année? Parce qu'il y a toujours des joueurs, des noms du hockey qui viennent jouer ici. Absolument. Bien, juste avant, je veux rappeler que la classique, elle, c'est important parce que ça promouvoit l'activité sportive pour les jeunes de la région, premièrement. Et de 2, bien oui, cette année, les anciens Canadiens qui vont affronter la Poche Bleue. La Poche Bleue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast animé par Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre, 2 anciens joueurs du Canadien. Donc, ces gars-là ne seront pas dépaysés pour affronter les anciens Canadiens. Et actuellement, c'est toujours possible de s'acheter des billets pour l'événement. Mais on ne sait pas encore à quel moment ça va se dérouler. Exactement. Alors, on ne sait pas encore quelle date ça va être annoncé sous peu. Et les billets qui ont déjà été vendus, bien, eux, on a assuré qu'ils vont être honorés par l'organisation comme telle. Bien, merci Maxime là-dessus. Maintenant, la nouvelle de la retraite de Tom Brady, le corps arrière des Buccaneers cette année, anciennement des Patriots. Ça a été accueilli comme une bonne nouvelle pour certains, puis comme une mauvaise nouvelle pour plusieurs aussi. Oui, bien en fait, pour résumer ça, ça dépend si vous aimez ou non Tom Brady. Je vais le dire comme ça. Donc oui, c'est un autre joueur qui sortit après Ben Roethlisberger. Oui, pour moi, c'est un petit peu l'inverse, mais un deuxième quart qui se retire après Ben Roethlisberger, donc Brady, âgé de 45 ans. Mais quand tu regardes un peu la carrière, là, quand même... Qu'on l'aime ou pas, il faut reconnaître que c'est tout un joueur. Il faut reconnaître ça. Repêché en 2000 par les Patriots, 15 fois au Pro Bowl, 7 Super Bowls, 6 avec les Pats et 1 avec les Buccaneers, l'équipe qui l'a terminé. Triple récipiendaire du titre de joueur par excellence. Donc oui, j'admets qu'il y a eu un peu la saga ballon dégonflé, que tout le monde s'en souvient. Donc c'est un peu pour ça que les gens ont commencé un petit peu à, entre guillemets, à ne pas l'aimer. Mais si on enlève cette portion-là quand même, ce gars-là a une carrière
phénoménal. Une feuille de route qui va l'amener au Temple de la Renommée. Oui, bien c'est ça. Bien là, évidemment, c'est sûr que les experts disent qu'il va être intronisé quand il va être admissible parce qu'il ne l'est pas encore. Et là, bien ça, honnêtement, ça devrait se faire, si tout va bien, en 2026 pour son intronisation. Maintenant, Maxime, pour les amateurs de sport en tout genre, les Jeux olympiques sont enfin commencés. Oui, alors bonne nouvelle pour ceux qui aiment. Là, ben, et là, c'est une grosse plage. Là, c'est quand même un bon 2 semaines de jeux qu'on va avoir parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui y participent. Ça va se tenir à Pékin. Et je précise que Pékin, pour ceux qui l'ignoraient, Pékin est la première ville à avoir tenu des Jeux olympiques d'été et maintenant d'hiver. Il n'y a pas une autre ville qui a réussi à faire cet exploit-là. Et on a réaménagé les stades. Là. Comme par exemple, il y avait le fameux nid d'oiseaux qui avait été connu, qui a été réaménagé. C'est ça. Donc, il y a eu vraiment là, beaucoup de, évidemment, prudence avec la COVID dans les athlètes qui ont fait attention parce qu'eux, s'il y avait un test positif, quarantaine, ils ne pouvaient pas y aller. Donc, ils ont été très prudents. Et là, nous, on surveille bien sûr Anne-Renée Desbiens, qui est notre athlète de la région, parce qu'elle, elle est gardienne de but pour l'équipe féminine olympique dans le monde du hockey. Oui. Sera la gardienne de but partante lorsque les affrontements... Pour le tournoi. Donc ça, évidemment, on surveille ça. Les porte-drapeaux, bien, c'est des connus. Charles Lamelin ainsi que Marie-Philippe Poulain, là, vraiment, qui ont été un peu dans l'avant-scène pour cette cérémonie d'ouverture-là qui est amorcée. Et Maxime, le sport olympique, c'est également le moment où on peut voir du très beau sport amateur. Oui, bien, il y a beaucoup d'athlètes qui performent. Il y a des athlètes qu'on ne connaît pas. Il y a des sports, des fois, des nouveautés qui embarquent en ligne de compte qu'on n'avait pas vu. Très spectaculaires. Spectaculaire. Aussi. Donc, vraiment, là, quand on disait tout souvent, le curling va devenir un sport olympique. Là, bien, écoutez, c'est sous-estimé, mais évidemment, avec le temps, ça va l'embarquer. Et moi, j'ai appelé ça, en fin de semaine, le week-end des étoiles. Parce qu'on a les Jeux olympiques, mais également, dans le monde du hockey professionnel, on a le Week-end des étoiles qui va s'amorcer. Ça va se passer à Las Vegas, le domicile des Golden Knights, le T-Mobile Arena. Et là, pourquoi c'est bien? Parce que, de un, il y a le concours d'habileté où les meilleurs joueurs de la Ligue vont se ramener. Oui, qui est toujours intéressant. Plus intéressant que le match. Oui, bien oui, c'est ça. Parce que là, bon, c'est le meilleur lancer, les meilleurs passes, les tirs de précision. Et je vous dis, là, il y a des habiletés il y a des habiletés, là, vraiment, que ça prend des excusez-moi le terme, des skills, là, mais bon, ça prend des bonnes habiletés pour faire ça. Et par la suite, évidemment, il y a le match officiel qu'on le connaît avec les 4 formations. Bien là, c'est métropolitaine, Atlantique, Pacifique, Centrale. Donc, oui, mais là, avec le temps, le concours d'habileté est devenu plus populaire que le match comme tel parce qu'on ne se cachera pas, Martin, là, c'est un spectacle, ce week-end-là. Oui, il y a des prix au bout de la ligne pour les joueurs, ceux qui finissent dans le plus bas. Il y a des prix quand même au bout de la ligne, mais comme il y a du budget, mais en spectateur, ça apporte pas grand-chose qu'un spectacle. Alors, avec les Jeux olympiques et avec le match des étoiles, il y a tellement de choses qu'on n'a même pas eu besoin de parler du Canadien cette semaine. Oui, absolument. Donc, faites-vous-en pas, on va revenir. Ça, c'est sûr et certain que c'est un classique. Oui. Mais là, c'est un week-end qu'on prend une pause du Canadien parce que quand même, il va y avoir d'autres actions qui vont venir au courant des semaines, c'est sûr et certain. Bien, Maxime Jodoin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On vous a préparé un spécial Saint-Valentin puisque le Massif de Petite-Rivière propose une activité bien spéciale aux skieurs et skieuses qui désirent rencontrer l'âme sœur. On écoute. Mauve, bonjour. Allô, Martin. Bien, merci de m'accueillir dans votre télésiège. Ça fait plaisir. Ça vient de où, cette idée de faire un speed dating télésiège pour la Saint-Valentin? Écoute, ça fait quand même assez longtemps que ça mijote dans nos têtes. C'est pas la première année qu'on veut le faire, mais il est arrivé plein de choses, puis on n'a pas pu le réaliser. Mais c'est tellement propice, justement, on parle de télésiège, mais bon, à l'époque, c'était plus la télécabine. Mais à cause des mesures sanitaires, on s'est dit que tout se ferait à l'extérieur, à l'air libre, au grand air. Mais tu sais, c'est le temps exactement, un petit moment que tu as besoin de faire une bonne impression, faire un speed dating avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi. Mais en quoi, là, le ski, ça facilite les rapprochements? Bien, il n'y a pas juste le ski qui facilite les rapprochements. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a la montagne, il y a la beauté du paysage, il y a le massif, il y a le fait de faire du sport qui sécrète toutes les hormones qui sont propres au bonheur, faire du sport, prendre l'air. Donc, il y a beaucoup d'histoires d'amour qui ont vu. Il y en a plusieurs. On nommera personne quand même. On parle beaucoup du retour en région. Là. Les gens sont intéressés à venir s'installer en région. Est-ce que les célibataires, skieurs et skieuses de Charlevoix ont un petit plus pour la séduction, tu penses?
C'est une bonne question. Moi, je pense que oui, ça devrait. J'espère pour eux. Mais tu sais, un skieur, c'est intéressant parce que c'est ça, tu rencontres des gens qui partagent les mêmes passions que toi. Et il y a une forte proportion de la population qui est célibataire, il faut le dire aussi. Ça répond à un certain besoin. Mais l'autre besoin aussi, c'est que pendant la pandémie, c'était extrêmement difficile de se rencontrer. Il n'y a plus cette spontanéité-là qui existe dans les bars, les restaurants, peu importe, les rassemblements, les grosses fêtes, les festivals. On est chanceux ici. Le sport, le ski, ça reste quand même une activité qui est sociale, puis qui peut se pratiquer en sécurité dans les mesures sanitaires. Donc, on est en mesure de rencontrer des gens quand même à travers cette activité-là. Maintenant, les gens qui veulent justement profiter de votre offre pour rencontrer, oui. Ça se passe comment? Il va y avoir 2 types de speed dating, puis les gens vont pouvoir participer aux 2. Ils sont à différentes périodes de la journée. Donc, le matin, de 10h à midi, c'est le speed dating dans le télésiège du Camboul. Exactement. Donc, il va y avoir 2 files d'attente. Soit quelqu'un, je veux rencontrer fille, je veux rencontrer homme. 2 files d'attente et les gens vont se faire jumeler avec une personne. Ils auront le temps de monter pour faire bonne impression. Et ça, si on comprend bien, c'est un speed dating de 6 minutes 30. À peu près. En effet. Et l'autre speed dating, ce sera à la terrasse extérieure du sommet. Donc, on reste quand même à l'extérieur aussi. Il va y avoir, donc ça va être un vrai speed dating de table là, où les gens vont avoir des numéros, puis ils vont se déplacer d'une table à l'autre, puis ils vont avoir un temps minuté. Et on va pouvoir faire valoir nos préférences? Bien, j'espère que vous allez quand même pouvoir parler de vos préférences, puis le dire à la personne concernée, là, sans nécessairement l'écrire dans un petit papier caché. Maude Barrette et Jardin, merci beaucoup et bonne Saint-Valentin. On espère que ça vous a plu et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.